Place au parti pris. Christian, vous restez autour de la table pour votre parti pris international en musique. Dans quelques instants, nous rejoignent François Langlais pour l'économie et Antoine Oberhof pour le parti pris politique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et c'est vous qui commencez, Antoine, avec ce rapport du commissariat au plan qui bat en brèche des idées reçues sur la question peut-être qui détermine beaucoup d'autres, c'est-à-dire la chute de la natalité. Et vous dites, l'argent ne fait pas le bébé. Oui, absolument. Vous vous souvenez évidemment de la polémique suscitée sur ce sujet de la natalité par des expressions qui pouvaient apparaître martiales. Là, on a un vrai travail, un rapport du commissariat général au plan, délivré donc par l'ancien ministre Clément Beaune, qui bat en brèche un certain nombre d'idées, lève des illusions, et je crois que c'est intéressant parce que, vous le savez, on a l'occasion d'en parler souvent sur ce plateau, le mur démographique s'approche à grands pas. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 2025, le nombre de naissances a été supérieur au nombre le nombre de morts, pardonnez-moi, l'inverse serait une bonne nouvelle, a été supérieur au nombre de naissances. Et il est donc urgent d'en parler. Et franchement, il ne devrait pas y avoir de tabou sur la question de la natalité. C'est l'affaire de tous, de ceux qui ont des enfants, de ceux qui n'en ont pas aussi, parce que, in fine, on aura de cesse de le rappeler, c'est le modèle social qui est en jeu. Les naissances de 2026 étant les cotisants du futur, de 2046, de 2056. Et puis c'est tout simplement l'avenir de la France. La Corée du Sud, au rythme où ça va, dans 2 siècles et demi, il n'y a plus de Corée du Sud. C'est l'extinction de la Corée du Sud. Donc, pour toutes ces raisons, il fallait en parler. Et pourtant, le problème, c'est que la publication de ce rapport, elle intervient sur un terrain miné. Pourquoi un terrain miné ? Parce que les mots d'Emmanuel Macron. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie pour permettre justement ce réarmement démographique. Voilà, réarmement démographique, l'expression est restée tollée notamment chez les féministes, où l'on s'indigne que le ventre des femmes soit considéré comme un simple outil de production par le président de la République. Alors reprenons depuis le début. C'est pourtant pas du tout ce qu'il a dit. Ce n'est pourtant pas ce qu'il a dit, et donc il faut déminer maintenant et reprendre depuis le début avec ce rapport. Premier constat, l'argent, vous l'avez dit David, fait peut-être le bonheur, mais ne fait pas les enfants. En d'autres termes, on peut faire tourner la planche à billets, mais ça ne remplira pas pour autant les planches à langer, les tables à langer des enfants. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie idée reçue qui saute. Absolument. Ça n'est pas avec de l'argent qu'on va encourager. Et en la matière, nous sommes les champions, comme souvent, puisque la France est la preuve vivante de ce que le désir d'enfant n'est pas une variable corrélée, indexée sur le revenu et les niveaux de vie. Nous dépensons environ 45 milliards d'euros par an, excusez du peu, pour notre politique familiale. C'est l'une des plus généreuses d'Europe. On se distingue évidemment bien au-delà de tous les pays de l'OCDE. Et pourtant, depuis 15 ans, les naissances reculent. Malgré les allocations, les bonus fiscaux, les primes, le compteur de la fécondité reste inexorablement bloqué à 1,56 enfants par femme, là où on sait que le seuil de renouvellement des générations, ce que tous les responsables politiques ont en tête, est plutôt autour de 2,1 enfants par femme. Et pourtant, que nous propose le candidat LR à la présidence de la République, Bruno Retailleau ? Écoutez. La proposition, un revenu familial de 240 € par mois dès le premier enfant et doublé au troisième enfant jusqu'à 18 ans. Ça sera automatique et sans dossier. Pas de conditionnalité, donc c'est important parce que là, on s'en souvient, Bruno Retailleau s'inscrit en faux par rapport à la politique qui a été la politique familiale, notamment de François Hollande, durant son quinquennat. Bon, c'est un joli bonus, évidemment, mais qui risque encore, là aussi, de rater sa cible, parce que tout cet argent, il vient au mieux, au fond, sécuriser des projets de vie déjà entamés, des bébés qui sont programmés ou déjà en route, mais ça ne vient pas mécaniquement accroître la taille des familles, et c'est là bien le problème. Le bébé ne répond pas à un signal prix. Ça, c'est après étude de toutes les politiques menées à travers l'Europe, et notamment avec l'exemple bien en tête, bien à l'esprit, évidemment, de la Hongrie de Viktor Orban, où Viktor Orban a fait l'expérience que, malgré des dispositifs de soutien massifs aux familles, malgré aussi, il faut le dire, une politique anti-avortement, eh bien, il n'est pas réussi à inverser cette tendance lourde et il a quitté le pouvoir, Viktor Orban, en ayant cet échec d'avoir laissé un taux de fécondité à 1,38 enfants par femme, c'est-à-dire inférieur à celui que nous avons. C'est vrai qu'au départ, sa politique a fonctionné, c'était descendu à 1,2, c'est remonté à 1,5 et c'est redescendu à 1,38. Mais alors,
Antoine, d'après ce rapport, si l'argent ne fait pas le bébé, qu'est-ce qui fait le bébé? Qu'est-ce qui marche? Alors, qu'est-ce qui fait le bébé? Pas de recette miracle évidemment, mais la mécanique, la clé de déverrouillage se situerait plutôt quelque part entre le boulot, le travail et, bien évidemment, la gestion des enfants. Autrement dit, tout ce qui va permettre à un couple de se dire « oui, c'est possible d'avoir un enfant dans des conditions honorables ». Et là, il y a un levier décisif, les modes de garde. Les garderies, les crèches, qu'elles soient fiables, qu'elles soient accessibles, disponibles, bien sûr, pour tous les ménages. C'est ce qui a fonctionné, en tout cas, en Allemagne, en Norvège, en Suède, et qui a permis notamment de favoriser l'arrivée du deuxième enfant. Voilà. C'est ce qui a permis, et c'est ce qui préside pour le commissariat au plan à une recommandation, eh bien, celle de garantir une place d'accueil par enfant à partir de 1 an. Quelle que soit votre localisation sur le territoire, parce que l'enjeu, il est bien là, celui de la fracture territoriale, celui aussi, évidemment, on le garde bien en tête, de la revalorisation de ces carrières dans la petite enfance, qui bien souvent ne sont pas très attractives. Voilà, mais ça veut dire que ça ne soit pas synonyme de renoncement à une carrière professionnelle. Absolument, parce que, par ailleurs, imaginez que la relance démographique passe par une baisse du taux d'emploi des femmes. Le financement de notre modèle social n'en serait pas pour autant avancé. Alors il y a un deuxième et donc levier. C'est là où je viens au deuxième levier et qui est probablement le plus novateur, ou en tout cas celui qui donne matière à réfléchir pour la classe politique. C'est les pères. Quelle place pour les pères dans l'accompagnement de l'arrivée de l'enfant? Parce que tant que l'arrivée de l'enfant pèsera prioritairement sur la carrière de la femme, on se heurtera au même problème. Et le rapport est en fait sur la question assez pragmatique. Il dit que mieux vaut des congés courts, bien rémunérés, pas des congés à rallonge, mais qui soient répartis équitablement entre les deux parents. L'idée serait donc de réserver une partie des congés au père, pas simplement comme une option facultative, non, comme une condition d'ouverture des droits à ces congés. Concrètement, il y aurait un 3e mois de congé, en plus des 2 mois de congé de naissance qui vont entrer là en vigueur au mois de juillet, à condition seulement que le père prenne sa part dans ce congé. Donc, moi, j'en viens à une conclusion simple. Si l'on veut tout simplement réchauffer l'hiver démographique, messieurs, c'est à vous de jouer. Et aux crèches aussi, François. Non, ce rapport est très bienvenu dans son inspiration, parce que, évidemment, que l'argent ne joue pas. Et de ce point de vue, le congé parental, je pense, c'est de l'argent jeté à la rivière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça s'ajoute, je rappelle, au congé parental, au congé de maternité, bien sûr, au congé de paternité. Vous voulez dire tel qu'il est proposé là? Ça n'a aucun sens. Tel qu'il existe aujourd'hui? Tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un coup de plus pour la collectivité avec un impact nul. Parce que, et on le sent à travers votre propos, au fond, une politique nataliste, elle ne peut pas donner envie d'avoir un enfant. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est qu'elle ne ralentisse pas le désir. Hein. Or, évidemment, ce désir, quand on regarde l'évolution mondiale, on voit que il y a une révolution anthropologique. C'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que les gens ne considèrent plus, et même dans les grandes villes d'Inde, pas seulement dans les quartiers bobos de la France. Ou en Afrique même. Ou en Afrique, ne considèrent plus que c'est nécessaire pour la transmission, pour l'épanouissement personnel, pour leur façon de se projeter. Ça n'est plus central. Il faut, en parallèle, je crois, s'équiper quand même, et notamment sur la question des retraites. Antoine Fouché faisait remarquer quelque chose de très juste. Il disait, oui, finalement, on a l'impression d'avoir cotisé énormément pour les retraites, et on dit, c'est à nous, machin, là. Oui, sauf que en fait, on a cotisé 2 fois moins que nos parents, parce que nos parents faisaient 2 fois plus d'enfants. Et de ce point de vue, il va falloir adapter tout ce système, et vouloir le colmater avec une allocation, un crédit d'impôt, ça n'a aucun sens. Christian, c'est un père de famille nombreuse qui parle, je précise. J'ai peur qu'il y ait derrière tout ça un présupposé politique assez fort, qui est dans le déclinisme qui accompagne l'ambiance générale actuelle. La perte démographique de la France fait partie de la panoplie. C'est un élément de plus qui démontre le déclin de la France, parce que nous fûmes une nation brillante qui avait les meilleures crèches. Moi, je me souviens que dans mes études, on nous montrait toujours l'Allemagne que ça marche pas. La France, oui, il y a une politique nataliste. Entre les aides financières et le système scolaire, les crèches, etc., on était les mieux équipés d'Europe.
Bon, je ne suis pas sûr que ce fût parfaitement exact, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est décorrélé du désir d'enfant. Et que là, on rentre dans un domaine qu'il faut explorer, qui n'a rien à voir avec des politiques publiques, qui est de la psychologie, de l'anthropologie. C'est quelque chose d'historique. Et regardez la Russie, qui a quand même un système, c'est le cauchemar de Poutine, c'est le déclin démographique de la Russie. L'effondrement démographique. Ah oui, parce que là, pour le coup, c'est lié à cet énorme ensemble territorial qui est la Russie avec 11 fuseaux horaires. Si la Russie perd sa population, elle perd son poids. Donc c'est un sujet mondial. Oui. Ça permet de lever rapidement une dernière illusion, c'est que toutes les solutions aussi qui peuvent être apportées aux femmes et qui peuvent servir à bien des femmes, typiquement la procréation médicalement assistée, l'ouverture de la congélation d'ovocytes à toutes les femmes pour des raisons sociétales, ne peut pas non plus être une recette miracle pour relancer la natalité. D'une part, parce qu'il n'y a que 10% de réutilisation des ovocytes congelés par les femmes. C'est très peu, on le sait peu, mais c'est très peu. Peut-être c'est comme une précaution. C'est une précaution prise, au cas où, pour l'avenir. Et que par ailleurs, le structurant fondamental du fait que nous ayons moins d'enfants, c'est l'âge de la première grossesse. L'âge à laquelle les femmes ont leur premier enfant. Aujourd'hui, c'est 31 ans en moyenne, et c'est ça le paramètre clé. François, votre parti pris économique, les maires passent au radar, parce que le radar devient aussi une compétence municipale. Mais oui, on connaissait la fanfare municipale, la piscine municipale. Voilà le radar municipal. C'est en effet une petite révolution. Communes et départements sont désormais autorisés à installer ces machines sur leur territoire eux-mêmes. Machines qui seront installées sur des routes départementales ou communales, sous contrôle du préfet quand même après étude. C'est l'une des dispositions de la dernière loi sur la décentralisation, pour répondre aux demandes des élus. Et il existe aujourd'hui 4819 radars en France qui sont propriété de l'État, qui sont installés par l'État, qui sont entretenus par l'État. Ça coûte d'ailleurs cher hein, à cause des prédations, des actes de vandalisme. Et selon le Parisien, la délégation à la sécurité routière table sur 500 radars supplémentaires avec cette nouvelle disposition. 500 de plus. 500 de plus par an. Qui s'ajouterait aux 4819. Bon, c'est évidemment une estimation parce que ça pose quand même plusieurs problèmes. Un problème de coût. L'installation d'un radar, c'est entre 100 000 et 150 000 euros. Donc c'est pas rien. Je ne vous parle même pas des réparations, je vous parle de l'installation pour les radars de dernière génération. Alors, qui serait une perte sèche pour la commune, puisque, en principe, elle ne percevrait pas le produit des amendes, à moins que l'État, il y a des discussions qui sont en cours, n'accepte de rétrocéder une partie du montant de façon à inciter les communes à installer ces machines. Le deuxième élément, certains élus redoutent d'assumer la responsabilité de la présence de ces machines très impopulaires, surtout à l'heure où les édiles sont déjà victimes de violences de toute nature et à tout propos. Reste quand même une question de fond. Ces radars sont-ils toujours aussi utiles ? Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, on voit que entre 2000 et 2010, il y a eu une chute spectaculaire de la mortalité sur les routes. Elle est de l'ordre de 50%. On a divisé par 2. Et évidemment, on sait que la vitesse est corrélée au nombre d'accidents et à la gravité de ces accidents. On estime d'ailleurs pour cette décennie que les 3/4 de la diminution du nombre de morts, 30 000 personnes qui sont mortes en moins, si je puis dire, pendant ces 10 ans, les 3/4, ça vient du contrôle de la vitesse et notamment des radars. Vous voyez que c'est important. Le reste est lié à l'amélioration de la sécurité des véhicules. Mais depuis, alors que la répression n'a pas diminué, le nombre de morts ne diminue plus autant. Il a même réaugmenté légèrement. Alors que il y a de plus en plus de radars et que la sévérité des amendes ne s'est pas démentie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la France, quand on compare à l'international, on voit qu'on occupe une position assez médiocre. On a un nombre de morts par an rapporté au million d'habitants qui est 7% supérieur à celui de la moyenne européenne. 7%, c'est pas rien. Et l'Europe est coupée en deux. L'Europe du Nord, pays au pluriel de la modération, où le nombre de morts est 2 fois plus faible que la moyenne européenne. Pays du civisme. 2 fois plus faible. Et l'Europe du Sud, où elle est
au moins 50% supérieur, Europe du Sud et de l'Est, puisque la Roumanie et la Bulgarie sont parmi les pays qui ont les scores les plus désastreux. Donc on voit bien qu'on a encore des efforts à faire. Comment les faire ? L'installation de davantage de radars hydratiles, c'est pas sûr. Il faut suivre la méthode des pays du Nord. On ne se transformera pas en Danois, évidemment. Mais quand on voit les éléments de sécurité routière qui ont été mis en œuvre, il y a 3 choses. D'abord, tolérance zéro sur l'alcool. C'est pas 0,3, 0,4. Et les stupéfiants. Et les stupéfiants, c'est 0. Deuxième point, 30 km/h dans toutes les zones résidentielles. On voit qu'à Paris, ça se met en place, mais que c'est très peu respecté. Et le troisième, qui est assez coûteux, c'est la mise en place d'infrastructures spécifiques pour les vélos et les piétons. C'est, semble-t-il, la condition à laquelle nous parviendrions à faire baisser ce chiffre. Mais on retient que les maires ne toucheraient pas le produit des amendes. Alors, au moins aujourd'hui, mais des discussions sont en cours. c'est ça, parce qu'on ne sait pas du coup s'ils seraient très nombreux à vouloir installer des radars sur le territoire de leur commune. Christian, votre parti pris international, on le disait, la politique en chantant, la politique de la bohème en Arménie pour Emmanuel Macron. Oui, il y a un pays où Emmanuel Macron aime danser et chanter, un pays où il est très très populaire d'ailleurs, c'est l'Arménie. Et hier soir, il s'est mis à chanter évidemment de l'Aznavour, qui est d'origine arménienne, qui était d'origine arménienne de nationalité française. Il a chanté la bohème. Alors, il était un peu gêné dans les notes les plus hautes, mais pour le refrain, ça va, baryton léger, tout à fait acceptable. En tout cas, l'ambiance y était. On va peut-être le voir sur Parti pris de musicologie aussi, donc. Musicologie, Christian, écoutons. Et en 2018, il avait dansé avec Brigitte sur une musique traditionnelle du Caucase. Et on le voit sur ces images. C'était en 2018 pour le sommet de la francophonie. Alors écoutons peut-être 2018, puis 2026. Et puis 2026, on va l'entendre peut-être au piano. Il est accompagné. Écoutons d'abord peut-être 2018, et puis 2026. Pour se le mettre dans l'oreille. Bon. Voilà. Et évidemment tous les pays d'Europe qui sont francophones et le Canada. Alors voyons maintenant hier soir. Et hier soir, il était, c'est ça qui est le plus spectaculaire, accompagné à la batterie par le Premier ministre arménien qui tapait sur la batterie, après que le président de l'État arménien ait chanté, lui, les feuilles mortes. Regardons. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la mort. Allez, la batterie là. Et voilà le Premier ministre qui cherche le rythme. Il va le trouver et on va passer à un air traditionnel, vous allez voir, plutôt caucasien ou slave, qui sera d'une toute autre nature. Voilà. Dans les cafés voisins, Ah, on n'a pas eu le meilleur. On n'a pas... Oui. C'est pas grave. Alors, il ne faut pas que tout cela cache de façon anecdotique ce qui s'est passé à Erevan, où Macron a passé 48 heures extrêmement riches. D'abord, il a rappelé les liens très anciens, ça remonte aux croisades, qui unissent la France et l'Arménie. Vous savez comment on dit monsieur en arménien ? Non. Baron. Baron, c'est le premier titre nobiliaire, comme monsieur est la contraction de monseigneur. On sent qu'il y a du vécu, monsieur Macarian. C'est vous qui le dites, et vous avez peut-être raison, cher David, mais il y a des restes de culture française très très anciennes, et ces deux pays sont unis, et Emmanuel Macron a voulu, en se rendant au mémorial du génocide de 1915, rappeler à quel point c'était important que cette charge émotionnelle. Il y avait aussi la signature d'un partenariat stratégique entre la France et l'Arménie. C'est la première fois dans le Caucase et c'est très important. L'Arménie
achète 36 canons César, elle a déjà acheté des blindés légers, elle achète des radars français, en s'équipant de matériel français, elle rend plus délicate toute agression de ces pays environnants, puisque avec du matériel français, c'est quelque chose qui portera à conséquences porterait. Quand vous dites les pays environnants, vous pensez à l'Azerbaïdjan, à la Russie ? La Russie ou l'Azerbaïdjan, la Russie qui a encore 4000 hommes présents dans une base à Goumri, deuxième ville du pays, présents sur le sol arménien, et Macron a été assez courageux en soulignant que l'orientation arménienne pro-européenne allait évidemment à l'inverse de ce que la Russie souhaitait. Cela dit, l'Arménie doit faire très attention à cela, parce que récemment, c'était au début du mois d'avril, le mois dernier, le Premier ministre Pachinian était dans le bureau de Vladimir Poutine au Kremlin, et Poutine lui a dit, le doigt pointé vers lui, attention, tout rapprochement avec l'Union européenne est impossible, je cite. Donc, il va falloir jouer sur du velours. Tout ça est très délicat, mais ça souligne à quel point cette région du monde est devenue importante, puisqu'une fameuse route a été tracée à travers l'Arménie, qui va d'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan occidental, puis à la Turquie, ce qui fait qu'il y a maintenant une autoroute qui va d'Istanbul jusqu'à la Caspienne, de langue turque, à travers l'Arménie, quelque part, et cette route a été baptisée Trump Road for International Peace and Prosperity. C'est Donald Trump qui a pris les mains dans son bureau des dirigeants arméniens et azerbaïdjanais et qui les a réunis. Cette région devient stratégique et il est bon que la France y ait pris pied. Merci à vous trois pour ces partis pris.